Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Depuis l'extérieur, notre couple semblait solide. Nous avions nos habitudes, nos rituels, nos discussions du soir au dîner. Il m'envoyait des messages tendres dans la journée, m'appelait « mon amour » devant les autres. Je croyais en cette stabilité, en cette complicité construite au fil des années. Je ne me doutais de rien. Aucun mot déplacé, aucun soupçon dans son regard. Il rentrait toujours à l'heure, passait les week-ends avec moi. Rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Il se réveillait à mes côtés chaque matin, m'embrassait sur le front avant de partir travailler. Il m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux, me demandait comment s'était passée ma journée. Il n'y avait aucune dispute, aucun comportement étrange. Je croyais vraiment être aimé, protégé, en sécurité. Dans mon esprit, nous étions partenaires dans la vie, face aux épreuves, main dans la main. Il n'y avait jamais eu d'indice, jamais de froid. Et pourtant, toute cette normalité n'était qu'un théâtre bien rodé. Une illusion soigneusement entretenue. Depuis des années, nous essayions d'avoir un enfant, sans succès, chaque test négatif nous brisait un peu plus. C'était notre plus grande douleur. Tous les mois, j'espérais en silence, calculais les dates, notais mes cycles. J'achetais des tests de grossesse en cachette pour éviter de lui donner de faux espoirs. Et chaque fois, la même désillusion. Je sortais de la salle de bain les larmes aux yeux, et il me prenait dans ses bras. Il disait que ce n'était pas grave, qu'on avait encore du temps, qu'il m'aimait quoi qu'il arrive. Il semblait sincère, triste, même frustré. Nous avons consulté des spécialistes, fait des examens, suivi des traitements. Nous avons versé tant de larmes ensemble, du moins je le croyais. Je me sentais coupable, insuffisante, brisée. Il me consolait, me disait que ce n'était la faute de personne. À 2 reprises, j'ai pensé être enceinte, et chaque fois, la déception a été plus violente. Malgré tout, nous restions unis, ou du moins c'est ce que je pensais. Il me disait qu'un jour, ce serait notre tour. Que nous aurions notre famille. Alors comment aurais-je pu imaginer qu'il en construisait une autre, dans l'ombre, loin de moi? Quand ma belle-mère est morte, j'ai perdu bien plus qu'une parente. C'était une femme que j'aimais sincèrement, avec qui j'avais noué un lien fort et profond. Elle me faisait confiance. Depuis qu'elle était tombée malade, j'avais été sa principale aidante. Je dormais parfois à ses côtés, je la lavais, je l'habillais, je lui lisais des livres. Nous avions des conversations intimes que je n'avais même jamais eues avec ma propre mère. Sa mort m'a laissé vide, mais aussi soulagée de savoir qu'elle ne souffrirait plus. Quelques jours plus tard, une convocation du notaire est arrivée. Elle concernait tous les héritiers. Je n'attendais rien de spécial, si ce n'est quelques mots d'au revoir, peut-être un petit souvenir symbolique. J'y suis allée seule, en deuil, le cœur encore tremblant. Je voulais être là pour elle, par respect, par gratitude. Mon mari, lui, m'avait dit qu'il me rejoindrait directement là-bas. Rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait se passer dans ce cabinet, ce jour-là. Rien. Ce matin-là, j'ai enfilé une robe noire simple, celle que j'avais portée aux obsèques. Mon cœur était lourd, ma gorge nouée, mes yeux fatigués de tant de larmes. J'ai pris le métro seul, les mains tremblantes, retenant un sanglot à chaque secousse du wagon. En entrant dans l'étude du notaire, j'ai senti une odeur de papier, de silence et de tension. Je me suis assise au fond de la salle, loin des regards, dans l'attente silencieuse de la vérité. Je voulais savoir ce qu'elle avait laissé derrière elle, ce qu'elle avait pensé de moi dans ces derniers instants. Mon esprit était encore rempli d'elle, de nos conversations, de ses mains fragiles dans les miennes. Je n'attendais pas de fortune ni de maison. J'espérais une lettre, quelques mots de tendresse, quelque chose qui dirait que tout ce que j'avais fait avait compté. Car ces 2 années passées à ses côtés avaient été épuisantes, mais aussi belles, remplies de moments de complicité que je n'oublierai jamais. Je me souvenais encore du dernier soir, quand elle avait posé sa tête sur mon épaule en me murmurant un faible « merci ». Je me disais que peut-être,
Ce rendez-vous chez le notaire serait l'écho de ces derniers instants. Une forme de reconnaissance. Je regardais l'horloge, les autres n'étaient pas encore arrivés. J'ai fermé les yeux, ignorant que le cauchemar ne faisait que commencer. La porte s'est ouverte brusquement, et tous les regards se sont tournés vers l'entrée. Mon cœur s'est arrêté quand je l'ai vu, mon mari. Mais ce n'est pas sa présence qui m'a choquée, c'est celle de la femme à son bras, et du nourrisson qu'elle tenait. Elle portait une robe ajustée, des talons hauts, ses cheveux brillants soigneusement coiffés. Elle tenait l'enfant avec une assurance insolente, comme si elle venait chercher ce qui lui revenait de droit. Mon mari avait la main posée dans son dos, en toute simplicité, comme s'il m'avait oublié. Il marchait sans hésitation, sans honte, sans peur. J'étais figée, comme paralysée. Je me suis levée d'un bond, le souffle coupé, les jambes tremblantes. Personne ne disait un mot. Le notaire, lui aussi, semblait décontenancé. J'ai fixé mon mari, les yeux écarquillés, incapable de comprendre ce que je voyais. Tout mon corps s'est mis à trembler, et mon esprit refusait de croire ce que mes yeux me montraient. C'était irréel, cruel, absurde. Nous avions tant souffert ensemble à cause de notre stérilité, et le voilà, avec un enfant dans les bras d'une autre. Un bébé. Un fils. Mon cœur s'est brisé sans faire de bruit. Mais ce n'était que le début. Je n'oublierai jamais ce regard. Elle m'a scanné de la tête aux pieds, avec un sourire narquois, presque triomphant. Comme si ma douleur la nourrissait. Ses yeux brillaient d'arrogance, et dans un geste lent, elle a serré un peu plus l'enfant contre elle. Puis elle a gloussé. Un rire sec, aigu, perçant, qui m'a traversé comme une lame. Je me suis sentie nue, humiliée, piétinée. Elle savait tout de moi. Moi, je ne savais rien d'elle. Et elle trouvait ça drôle. J'ai cherché le regard de mon mari, espérant qu'il mette fin à cette scène grotesque. Mais il ne m'a même pas adressé un coup d'œil. Pas un mot. Pas une excuse. Il est resté droit, le visage neutre, comme si j'étais une étrangère parmi les autres. Ce mépris, ce silence, cette trahison, c'était trop. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée debout, tremblante, les larmes brûlant mes paupières. Une force inconnue m'a empêchée de m'effondrer. Car au fond de moi, je savais que quelque chose d'encore plus grand m'attendait ce jour-là. Il a pris place aux côtés de cette femme, dans un calme glacial, sans même détourner les yeux vers moi. Sa main a effleuré l'épaule de cet inconnu comme s'il la protégeait, comme s'il l'aimait. Et moi, je me tenais là, debout, invisible, humilié devant tout le monde. Le notaire a levé brièvement les yeux, mal à l'aise, mais personne n'a osé dire un mot. La maîtresse s'est installée en croisant les jambes avec élégance, tenant toujours le bébé contre elle. C'était une scène irréelle, une pièce de théâtre macabre dont j'étais le personnage sacrifié. Rien n'avait de sens, et pourtant tout se déroulait sous mes yeux, sans pause, sans pitié. J'ai tenté de comprendre, de trouver une faille, une explication logique à ce cauchemar. Mais il n'y en avait pas. Il ne s'était même pas justifié. Il n'avait pas essayé de me ménager, ni même de cacher cette double vie. C'était comme si j'étais morte pour lui depuis longtemps, comme si cette femme avait déjà pris ma place dans son cœur et dans sa vie. Ce déni absolu de mon existence m'a anéanti plus que n'importe quelle insulte. Il agissait avec naturel, comme s'il ne trahissait rien, comme si tout était légitime. Et moi, je restais debout, pétrifiée, devant l'homme que j'aimais, ou que j'avais cru aimer. Je ne pouvais pas partir sans comprendre. Je me suis avancée lentement, comme si chaque pas m'arrachait un morceau de peau. Mon souffle était court, ma gorge serrée, mes mains glacées. En face de lui, je n'étais plus qu'un fantôme. Il ne m'a même pas salué. J'ai rassemblé le peu de force qu'il me restait, la voix fêlée, j'ai demandé, qu'est-ce que c'est que ça ? J'attendais une explication, un éclair de conscience, peut-être un soupçon de regret. Mais il n'y avait rien dans ses yeux, rien d'humain. Le silence a duré une éternité. Puis il a cligné des yeux, et d'un ton sec, presque indifférent,
il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas une justification. Ce n'était pas une excuse. C'était une gifle, une fracture nette dans le fil de ma vie. Ce moment a marqué la fin d'une époque et le début d'une autre. Il ne m'a laissé aucun espace pour répondre, aucune brèche pour protester. Juste une vérité lancée comme un couteau. Et à partir de là, j'ai su que plus rien ne serait jamais comme avant. Ces mots ont résonné comme une détonation dans la pièce silencieuse. Voici ma femme et mon fils. Ma gorge s'est nouée si violemment que j'ai cru m'évanouir. Il venait de me rayer de sa vie d'une simple phrase. Pas un regard vers notre passé, nos années partagées, nos projets. Pas un mot sur notre mariage, nos souffrances, nos échecs. Juste une déclaration brutale, faite devant tous, sans honte. Je n'étais plus rien. Une étrangère face à un homme que j'avais aimé plus que tout. Le bébé a gémi doucement, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. La femme, elle, a esquissé un sourire satisfait, comme si elle savourait sa victoire. Moi, je me suis reculée, les jambes prêtes à céder. Je ne savais plus qui j'étais, ni ce que je faisais là. L'air me manquait, mes oreilles bourdonnaient, mon cœur s'écrasait dans ma poitrine. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai baissé les yeux, et j'ai décidé de rester. Pour elle. Pour ma belle-mère. Je lui devais au moins ça. Mes jambes ont cédé sous moi. J'ai senti mes genoux heurter le sol, mais la douleur physique n'était rien comparée à celle de mon cœur. Les larmes coulaient sans que je puisse les retenir. J'avais envie de hurler, de disparaître, de remonter le temps. Mais j'étais là, à genoux, brisée au milieu de gens qui m'observaient sans oser intervenir. Et lui restait impassible, sans un geste, sans un mot. L'homme que j'aimais me regardait pleurer comme on regarde une inconnue dans la rue. C'était une mort silencieuse. Mais au fond de moi, quelque chose s'est levé. Une voix faible mais ferme, la sienne, celle de ma belle-mère. Je me suis redressée lentement, j'ai essuyé mes joues, et j'ai repris ma place. Je n'étais pas là pour lui. J'étais là pour elle. Pour honorer sa mémoire, pour écouter ce qu'elle avait à dire. Même dans ma douleur, je savais que je ne pouvais pas fuir. Je devais entendre chaque mot de son testament. Elle méritait ma présence. Et moi, j'avais besoin de savoir. Ma belle-mère n'était pas qu'une vieille femme malade. Elle était mon amie, ma confidente, un pilier discret dans ma vie. Lorsqu'elle avait perdu l'usage de ses jambes, j'avais pris soin d'elle comme d'un enfant. Je la lavais avec douceur, je lui préparais ses plats préférés, je lui racontais des histoires pour qu'elle s'endorme paisiblement. Parfois, elle pleurait dans mes bras sans dire un mot. Je l'abordais chaque soir avec une tendresse que je n'avais jamais réservée à personne. Je l'aimais. Vraiment. Même quand mon mari disait être trop fatigué, je restais éveillée auprès d'elle. Je répondais à chaque appel, chaque soupir. Elle avait confiance en moi, et moi, je puisais ma force dans son regard. Nous avions tissé un lien que rien n'aurait pu rompre. Elle me disait souvent que j'étais sa fille de cœur, celle qu'elle n'avait jamais eue. Ce souvenir me tenait debout, dans cette salle glaciale. C'était pour ça que je n'étais pas partie. Parce qu'elle m'avait choisi, en silence, bien avant ce jour funeste. L'air semblait suspendu dans la pièce. Le notaire a ajusté ses lunettes, déplié les feuilles, et pris une grande inspiration. Chaque mot tombait avec un poids énorme, comme s'il traversait la peau. Les premières lignes étaient pleines de formules juridiques. Puis, peu à peu, sa voix est devenue plus lente, plus grave. Il lisait les paroles d'une femme qui savait qu'elle ne serait plus là. Tous les regards étaient braqués sur lui, y compris ceux de mon mari et de sa maîtresse. Le bébé babillait doucement, comme étranger au drame qui se déroulait. J'ai serré les poings sur mes genoux pour ne pas trembler. J'attendais ces mots, ces vérités enfouies qu'elle seule pouvait me léguer. Le silence de mon mari résonnait dans ma tête, mais je ne le regardais plus. Ce moment appartenait à elle. À nous deux. Je sentais qu'elle avait quelque chose à me dire, quelque chose d'important.
Je ne savais pas encore à quel point ces mots allaient bouleverser tout ce que je croyais encore tenir debout. Mais j'étais prête. Prête à entendre jusqu'au bout. Dès les premières lignes personnelles du testament, ma gorge s'est serrée. Elle parlait de moi. De ce lien que nous avions construit, de ces heures partagées dans le silence ou dans la douleur. Elle disait que sans moi, elle n'aurait jamais supporté ces derniers mois. Que ma patience, mon attention, et surtout mon affection avaient été son seul réconfort dans un monde devenu trop lourd. Je sentais les larmes monter à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur, c'était de la reconnaissance. Elle avait vu, elle avait su, elle avait compris. J'existais dans ses yeux. Elle m'appelait, sa fille choisie par le cœur. Ces mots-là, couchés sur le papier, valaient plus que toutes les fortunes. Dans cette pièce glacée, ces lignes me réchauffaient doucement l'âme. Les autres écoutaient, visiblement surpris. La maîtresse haussait les sourcils, mal à l'aise, et mon mari fronçait les sourcils comme s'il découvrait un monde qui lui avait échappé. Mais moi, je restais droite. Je l'entendais encore me dire que j'étais sa fierté. Elle savait. Elle savait tout, et elle avait décidé que personne ne m'effacerait jamais de sa mémoire. Le notaire s'est arrêté un instant, comme pour mesurer le poids de ce qu'il allait annoncer. Puis il a lu, d'une voix ferme, « Je lègue l'intégralité de mon patrimoine à ma belle-fille, Claire Martin, en reconnaissance de son amour et de son dévouement. » J'ai entendu un souffle s'échapper à ma droite. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Je n'y croyais pas. Moi, l'unique héritière? Je n'ai jamais rien demandé, jamais rien attendu. Mais elle avait décidé. Et sa décision allait tout faire basculer. Un frisson a parcouru la salle. Mon mari s'est redressé d'un coup, les yeux écarquillés. La maîtresse l'a regardé, interloquée, cherchant visiblement une explication qu'elle ne trouverait pas. Le notaire a continué sans laisser le temps de réagir. Il énumérait les comptes bancaires, les propriétés, les objets de valeur, tout. Tout m'était confié. Je ne savais pas encore si je devais me sentir honorée ou accablée. Mais une chose était sûre, elle m'avait choisi pour porter son nom, sa mémoire, et tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Il s'est levé d'un bond, renversant sa chaise dans un fracas qui a brisé le silence comme un coup de tonnerre. Le regard enragé, les joues rouges, il a crié, « C'est une injustice. Je suis son fils, son seul enfant. Cette femme n'a aucun droit. » Il pointait du doigt, hors de lui, tremblant de colère. Sa voix était pleine de rage, mais aussi de panique. Il ne s'attendait pas à cela. Il croyait que le sang suffirait, que son nom lui garantirait tout. Mais cette fois, ce n'était pas lui que sa mère avait choisi. Le notaire est resté imperturbable, le visage fermé. Il a levé une main pour rétablir le silence et a simplement dit, « Madame Lefebvre a pleinement exercé ses droits. » La maîtresse a tiré sur la manche de mon mari, cherchant à l'apaiser, mais il l'a repoussé violemment. Il ne comprenait pas. Il ne supportait pas cette décision. Tout ce qu'il croyait acquis lui échappait sous les yeux. Et moi, je restais là, silencieuse, témoin de sa chute. Il m'avait détruite, et maintenant, il voyait le sol s'effondrer sous ses propres pieds. Le notaire n'a pas levé les yeux. Il a simplement tourné la page, implacable, comme si l'écrit n'avait jamais existé. Sa voix a repris, calme et tranchante à la fois, conformément à l'article 726 du Code civil, Madame Lefebvre a déclaré son fils indigne de succéder. Un frisson a parcouru la pièce. Mon mari s'est figé, son visage vidé de toute couleur. Ce mot, indigne, il ne s'y attendait pas. C'était comme une condamnation publique. Tout ce qu'il croyait acquis venait de lui être arraché en une phrase. Il a tenté de contester, de parler plus fort que le notaire, mais on sentait déjà que la tempête venait de se retourner contre lui. Les gens présents ne savaient plus où poser leurs yeux. Ils répétaient que c'était impossible, que sa mère l'aimait, qu'elle n'aurait jamais fait ça. Mais la loi parlait, et elle ne tremblait pas. La salle était glaciale, et même la maîtresse semblait désemparée. Cette scène n'était pas prévue dans leur plan.
Moi, je n'ai rien dit. J'écoutais. Chaque mot du testament rétablissait une part de justice. Le notaire a détaillé les faits avec une précision chirurgicale. Mon mari avait transféré plus de 100 000 € depuis le compte de sa mère vers un compte offshore à son nom. Et ce n'était pas tout. Un appartement qu'elle possédait à Deauville avait été vendu par procuration falsifiée. Elle était encore en vie, affaiblie, dépendante, et il l'avait trahie dans son dos, pour financer sa double vie. Mon estomac s'est noué. Je ne connaissais pas cette partie de l'histoire. Je savais qu'il était distant avec elle, mais jamais je n'aurais imaginé ça. Ces révélations ont choqué tout le monde. Même le notaire semblait affecté en lisant les preuves que la défunte avait réunies. Elle avait tout découvert, les relevés bancaires, les signatures copiées, les rendez-vous notariés détournés. Elle avait gardé le silence, mais elle avait tout consigné. Et aujourd'hui, elle frappait fort, même depuis la tombe. Je l'imaginais, fragile dans son fauteuil, découvrant l'ampleur de la trahison de son propre fils, et décidant, dans un dernier souffle, de rendre justice à sa façon. Elle l'avait fait. Elle m'avait protégée, même sans le dire. Le notaire a sorti une enveloppe scellée, contenant tous les documents que ma belle-mère avait laissés. Factures, courriels imprimés, actes de vente falsifiés, tout y était. Une chronologie détaillée des actes de son fils, chaque transaction notée avec soin, chaque mensonge documenté. Elle avait préparé son dossier avec la minutie d'un procureur. Elle savait qu'elle ne verrait peut-être jamais la justice de son vivant, mais elle avait tout mis en œuvre pour que ses dernières volontés soient inattaquables. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la lucidité. Une mère trahie jusqu'au bout. L'indignité successorale était justifiée, irrévocable. Le notaire n'avait fait que confirmer ce que sa cliente avait clairement exprimé. Mon mari ne pouvait plus rien contester. Il n'avait plus de terrain, plus d'avocat, plus d'arguments. Il s'est affaissé dans sa chaise, les mains sur le visage, incapable d'encaisser l'ampleur de sa chute. Moi, j'étais figée, bouleversée, mais une part de moi se sentait validée. J'avais été celle qui avait aimé, celle qui avait veillé, celle qui était restée digne. Et elle, dans sa sagesse silencieuse, m'avait offert bien plus qu'un héritage. Elle m'avait offert ma vérité. Elle avait perdu toute couleur sur le visage. Son maquillage soigneusement appliqué ne suffisait plus à masquer sa panique. Le bébé gigotait dans ses bras, mais elle le serrait contre elle, comme un bouclier fragile. Son regard passait de mon mari à moi, puis au notaire, incapable de comprendre ce qui lui échappait. Ce n'était pas le scénario qu'ils avaient prévu. Elle était venue pour assister à une victoire, pas à une débâcle. Et maintenant, elle ne savait plus où poser les yeux, ni quoi dire. Son silence parlait plus fort que tous les cris. Elle comprenait que la chute était totale, qu'il n'y aurait ni argent, ni sécurité, ni avenir tout tracé. Le confort qu'elle pensait recevoir venait de s'envoler comme de la poussière dans une tempête. Elle restait là, figée, tenant un enfant qui n'avait rien demandé, dans une salle où l'air devenait de plus en plus lourd. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Son arrogance s'était évaporée. À cet instant précis, elle réalisait que son alliance avec lui n'était pas un triomphe, mais une condamnation. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a sorti l'enveloppe cachetée. Il m'a tendu la lettre avec un respect presque solennel, comme s'il savait que son contenu allait changer ma vie une seconde fois. Mes doigts l'ont prise doucement, hésitant, sentant déjà la chaleur de ses mots me traverser. C'était son écriture. Je l'aurais reconnue entre mille. Rien que de voir mon prénom tracé à la main m'a donné envie de pleurer. J'ai gardé la lettre sur mes genoux un moment, incapable de l'ouvrir tout de suite. Ce n'était plus du juridique. C'était personnel. C'était elle. J'ai finalement glissé mes doigts sous le pli et j'ai commencé à lire, ligne après ligne, sa voix résonnant dans ma tête comme un souffle d'au-delà. Elle me parlait avec tendresse, comme elle le faisait les soirs où elle posait sa main sur la mienne. Elle me disait merci. Merci de l'avoir aimé sans rien attendre. Merci de ne pas l'avoir abandonné. Chaque mot vibrait d'authenticité, d'amour pur.
Cette lettre n'était pas une récompense, c'était une bénédiction. Et moi, je lisais avec le cœur en miettes, consciente que c'était notre dernier échange. Elle écrivait qu'aucune infirmière, aucun médecin, aucun membre de sa famille ne lui avait donné ce que je lui avais offert, de la dignité dans la douleur. Elle se souvenait de mes mains qui la lavaient avec délicatesse, de mes bras qui la relevaient sans jamais un soupir. Elle parlait de mes histoires du soir, de mes chansons murmurées quand elle ne trouvait plus le sommeil. Elle disait que je l'avais fait sentir vivante, même quand elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle me comparait à un ange silencieux. Et moi, je lisais, bouleversée. Chaque mot semblait déposé avec soin, comme si elle avait voulu me caresser une dernière fois à travers le papier. Elle me confiait qu'elle n'avait jamais cru possible d'aimer une belle fille comme sa propre enfant, jusqu'à moi. Et qu'elle partait en paix parce qu'elle savait que je serais forte. Elle ne parlait pas de mon mari, pas une seule ligne. Comme s'il n'existait déjà plus dans sa mémoire. Elle m'écrivait comme à sa seule héritière de cœur. J'ai refermé la lettre avec les larmes qui coulaient librement. Ce n'était pas une fin. C'était un adieu d'amour éternel. Ces mots m'ont transpercée. Elle savait. Depuis plusieurs mois déjà, elle connaissait la vérité. Elle avait découvert la double vie de son fils, son infidélité, sa lâcheté, son enfant caché. Et pourtant, elle avait choisi de garder le silence. Elle m'écrivait qu'elle n'avait pas eu la force de me briser avant l'heure. Qu'elle pensait que je découvrirais par moi-même, quand le moment serait venu. Elle disait qu'elle avait trop de respect pour moi pour m'enlever brutalement mes illusions. Elle voulait me laisser le temps de comprendre, et de me relever ensuite. Elle s'en voulait, profondément. Elle écrivait qu'elle avait pleuré en silence, chaque nuit, en me regardant prendre soin d'elle avec tant d'amour alors qu'elle portait un fardeau qu'elle ne pouvait partager. Elle savait que la trahison de son propre fils allait me détruire. Elle me demandait pardon pour n'avoir rien dit, mais elle espérait que son geste, à travers le testament, parlerait pour elle. Elle voulait que je sache que son silence n'était pas de la lâcheté, mais une forme de protection désespérée. En lisant cela, j'ai compris qu'elle avait souffert autant que moi. Et je ne lui en ai pas voulu. Pas une seconde. Elle avait tout prévu. Chaque mot de cette lettre, chaque clause du testament, chaque document légal, tout formait un chemin qu'elle avait tracé pour moi. Un chemin de douleur, certes, mais aussi de libération. Elle écrivait qu'elle voulait me rendre la vie que son fils m'avait volée. Que cette vérité brutale était une porte, pas une fin. Elle me suppliait de ne pas me laisser abattre. De prendre cette seconde chance comme un acte d'amour. Elle croyait en moi, plus que je n'avais jamais cru en moi-même. Dans ces mots, elle plantait des graines de force. Elle m'encourageait à partir, à recommencer, à construire quelque chose de grand, de beau, à ma mesure. Elle me disait que je méritais d'être heureuse, vraiment, et pas seulement de survivre dans une cage dorée construite sur le mensonge. Elle ne m'avait pas seulement laissé un héritage matériel. Elle m'avait laissé une armure, une énergie, une bénédiction. Je n'étais plus la femme trahie, abandonnée, humiliée. J'étais celle qu'elle avait choisie, celle en qui elle avait placé tous ses derniers espoirs. Et je n'allais pas les décevoir. Quand j'ai fini de lire, la salle m'est apparue floue. J'entendais encore les murmures, les papiers qu'on rangeait, les soupirs étouffés, mais tout semblait lointain. Mon cœur était en morceaux, mais une lumière nouvelle commençait à poindre en moi. Je me suis levée lentement, tenant la lettre contre ma poitrine comme un trésor. Je n'ai pas regardé mon mari. Je n'avais plus besoin de réponse. Ce que je venais de recevoir valait plus que toutes ces explications. J'étais dévastée, mais en même temps, invincible. J'ai quitté la pièce sans un mot. Les regards me suivaient, mais je ne les sentais plus. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, ni par où commencer, mais une chose était certaine, je ne resterai plus jamais là où l'on me trahit. Cette lettre, ce testament, ce choc, tout cela venait de me réveiller. Il y avait une vie à reconstruire, des choix à faire, un avenir à façonner. Et même si j'avais mal, même si mes pas étaient lourds, je marchais vers quelque chose de nouveau. Ce jour-là, au milieu de la ruine,
je suis née une seconde fois. Je n'ai pas attendu. À peine le deuil légal terminé, j'ai lancé la procédure de divorce. Il ne m'a pas supplié. Il a simplement signé, comme si notre histoire n'avait jamais compté. J'ai vendu l'appartement, vidé les souvenirs, brûlé les lettres. J'ai fait mes valises avec la rage d'une femme qui refuse de mourir. Dans une autre ville, loin de tout ce passé pourri, j'ai trouvé une petite maison en pierre, modeste mais lumineuse. Elle n'avait rien d'un palais, mais elle sentait la paix. Et cette paix, je ne l'avais pas connue depuis longtemps. Avec une partie de l'héritage, j'ai lancé un projet que j'avais toujours gardé en secret, ma propre entreprise. Ce n'était pas pour l'argent, c'était pour me prouver que j'étais capable. Je voulais bâtir quelque chose de mes propres mains, sur mes propres fondations. J'ai travaillé sans relâche, jour et nuit, porté par une énergie nouvelle. Ce n'était pas facile. J'avais peur, parfois. Mais je n'avais plus rien à perdre. J'avais déjà tout perdu, et j'étais encore debout. Alors j'ai foncé, le cœur libre, et l'âme prête à tout reconstruire. En quelques mois, ma petite entreprise s'est transformée en référence locale. Les clientes venaient par bouche à oreille, puis par confiance. J'avais mis mon âme dans chaque détail, le logo, les couleurs, l'ambiance, le service. Les gens sentaient que ce n'était pas un commerce comme les autres. C'était une revanche silencieuse, un cri transformé en création. Je ne vendais pas un produit. Je partageais un parcours, une force. Et cette authenticité a touché plus de cœurs que je ne l'aurais jamais imaginé. Avec le temps, j'ai pu agrandir, embaucher, former des femmes comme moi, passer par la trahison et le vide. Je gagnais bien ma vie, mais ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était la liberté. Plus personne ne pouvait m'acheter, me manipuler, me réduire au silence. J'avais appris à dire non. J'avais appris à me choisir. Mon nom, désormais, était associé à réussite, indépendance et dignité retrouvée. Chaque fois que j'ouvrais la porte de mon entreprise, je sentais ma belle-mère sourire quelque part, fière de m'avoir donné cette force. Le vent a tourné. Quelques mois après notre divorce, j'ai appris par une connaissance commune que sa maîtresse l'avait quitté. Elle était partie avec un homme d'affaires âgé, fortuné, influent. Elle avait laissé l'enfant à sa propre mère, comme un fardeau encombrant. Mon ex-mari, lui, n'avait plus rien. Plus de statut, plus de soutien, plus d'avenir. Le monde qu'il avait construit en cachette s'était écroulé sur lui sans prévenir. Il n'était plus l'homme sûr de lui que j'avais connu. Il errait, seul, désorienté, au bord du gouffre. Il avait tout sacrifié pour cette femme, et elle l'avait balayé sans remords. Il buvait, paraissait dans les bars, cherchait des excuses que plus personne n'écoutait. Il essayait de se faire passer pour une victime, mais personne ne l'achetait plus. Ses anciens amis lui avaient tourné le dos. Sa réputation était en ruine. Quant à moi, je ne ressentais ni vengeance, ni pitié. Seulement un immense vide entre nous. Il avait choisi son chemin. Et moi, j'avais choisi de renaître. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Je l'ai croisé par hasard une fois, assis sur un banc, une bouteille à la main, les yeux perdus, le visage marqué par l'échec. Ses vêtements étaient froissés, sa barbe mal rasée, et il semblait ne plus attendre grand-chose de la vie. Personne ne le regardait plus comme avant. Il survivait, entre dette et solitude, abandonné par celle pour qui il avait tout trahi. Même son propre fils avait été confié à une grand-mère lasse, loin de lui. C'est ainsi que finissent ceux qui bâtissent sur le mensonge et la trahison. Moi, je vis autre chose. J'ai rencontré un homme bon, attentif, honnête, qui m'a aimé pour ce que je suis, sans rien attendre en retour. Il a compris mes silences, accepté mes cicatrices, et m'a tendu la main sans jamais me presser. Ensemble, nous avons fait grandir non seulement mon entreprise, mais aussi un rêve partagé. Nous avons lancé une deuxième société, que nous gérons côte à côte, avec amour et complicité. Je ne suis plus cette femme trahie. Je suis forte, libre, aimée et comblée.
Et parfois, dans le silence de la nuit, je murmure un merci à celle qui a cru en moi jusqu'à son dernier souffle. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.